Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment fascinant, tiré de lectures et de recherches sur une capacité assez incroyable du cerveau. Sa faculté à se transformer, ce qu'on appelle la neuroplasticité. L'idée, c'est vraiment d'oublier cette image un peu ancienne d'un cerveau figé, comme une machine dont les pièces ne changeraient jamais. C'est tout à fait ça. La grande révélation, on peut dire, c'est que notre cerveau n'est pas câblé une bonne fois pour toutes à la naissance, ou même dans l'enfance. Sa structure physique, son organisation même, tout ça évolue en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on apprend, et même de nos pensées. Il s'adapte vraiment en permanence. C'est quand même une idée qui change beaucoup de choses. On va explorer ensemble des histoires assez étonnantes qui illustrent bien ça. Des gens qui récupèrent des fonctions perdues après un AVC, d'autres qui arrivent à dépasser des difficultés d'apprentissage qu'on croyait insurmontables, et même des cas où le cerveau apprend à percevoir le monde via des sens de substitution. Ça paraît presque fou. Effectivement. Et on va voir comment ces découvertes qui, c'est vrai, ont souvent été accueillies avec pas mal de scepticisme au début, comment elles nous obligent à revoir notre vision du potentiel humain, de la guérison et de notre capacité à apprendre tout au long de la vie. Le cerveau est bien plus malléable qu'on le pensait. Alors l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ce concept de neuroplasticité et de comprendre ce que ça implique concrètement pour nous tous. Préparez-vous, ça risque de bousculer quelques idées reçues. Alors, pour commencer, peut-être définir simplement ce terme, neuroplasticité. Bon, neuro, ça renvoie aux neurones, les cellules nerveuses de notre cerveau, et plasticité, ça évoque la capacité à être modelée, modifiée. Donc la neuroplasticité, c'est cette capacité fondamentale du cerveau à changer sa propre structure et son fonctionnement en réponse à l'expérience. Ça tranche radicalement avec l'ancienne vision qu'on appelait le localisationnisme, c'est ça? L'idée que chaque petite zone du cerveau avait une fonction bien précise, immuable. Si cette zone était abîmée, la fonction était perdue. Point final. Un peu comme une pièce défectueuse dans une machine. Exactement. Cette vision était dominante parce qu'elle correspondait aux premières observations. Des lésions dans des zones spécifiques entraînaient effectivement des déficits spécifiques. C'était une vision simple, un peu mécaniste, qui semblait logique. Mais les pionniers de la neuroplasticité, ce qu'on appelle les neuroplasticiens, ont apporté des preuves de plus en plus solides que ce n'était pas si simple. Ils ont montré que le cerveau pouvait se réorganiser, que des zones pouvaient prendre le relais d'autres zones lésées, et le plus incroyable, c'est qu'ils ont même mis en évidence que nos activités mentales, nos apprentissages, pouvaient influencer l'expression de nos gènes et modifier physiquement l'anatomie cérébrale. C'est vraiment une découverte majeure du XXe siècle. Pourtant, on lit que cette idée a eu du mal à passer. Le mot neuroplasticité lui-même, il faisait presque peur au début. Ah oui, absolument. Pendant longtemps, le dogme du cerveau immuable était très, très puissant dans la communauté scientifique. Il a fallu des preuves expérimentales rigoureuses et aussi, il faut le dire, des histoires humaines marquantes pour que l'idée de plasticité cérébrale soit finalement acceptée. Justement, parlons d'une de ces histoires. J'ai lu le cas de Cheryl Shields, c'est assez incroyable. Suite à un traitement médical, elle perd quasiment tout son système vestibulaire, celui qui gère notre équilibre. Le résultat, c'est qu'elle a l'impression de tomber en permanence, même quand elle est assise. Comment est-ce possible de vivre comme ça et surtout comment peut-on espérer récupérer? C'est une situation extrêmement invalidante, on imagine bien, et son cas était considéré comme désespéré par la médecine conventionnelle de l'époque. C'est là qu'intervient Paul Baccherita, un chercheur visionnaire qui justement contestait ce localisationnisme strict. Il était convaincu qu'un sens pouvait remplacer un autre, ce qu'il a appelé la substitution sensorielle. Pour Cheryl, il a imaginé un dispositif assez ingénieux. Un casque équipé d'un accéléromètre, un peu comme celui qui détectait l'orientation dans nos smartphones, relié à une petite plaque d'électrode posée sur la langue. Sur la langue. Mais pourquoi la langue? C'est étonnant. Alors, la langue est une zone très sensible, avec énormément de récepteurs. Et elle est constamment humide, ce qui facilite la conduction électrique. L'accéléromètre détecte les mouvements de la tête de Cheryl. S'il détecte qu'elle penche, il envoie de petites impulsions électriques sur sa langue, et la position de ces impulsions varie en fonction de l'inclinaison. Elle décrivait ça comme des bulles de champagne qui pétillent sous la langue et lui indiquent où elle se situe dans l'espace. D'accord, mais comment le cerveau peut-il comprendre que ces picotements sur la langue sont liés à l'équilibre? Ça n'a rien à voir à la base. C'est là toute la magie, si on peut dire, de la plasticité. Le cerveau est une formidable machine à détecter des régularités et à donner du sens aux informations qu'il reçoit.
quelle que soit leur source en fait. Au début, Cheryl ne ressent que des picotements étranges, bien sûr. Mais avec l'entraînement, son cerveau apprend à associer ces sensations spécifiques sur la langue avec les informations restantes visuelles, proprioceptives sur sa position et son mouvement. Progressivement, il réinterprète ces signaux linguaux comme une information d'équilibre valide. La langue devient, en quelque sorte, une nouvelle porte d'entrée pour ce sens perdu. Et ça a marché, concrètement. Oui, de manière assez spectaculaire. Cheryl a réappris à marcher, à tenir debout sans vaciller, elle a même pu danser à nouveau. C'est incroyable. Et le plus étonnant, c'est qu'après un certain temps d'utilisation, les effets persistaient même lorsqu'elle enlevait l'appareil. Son cerveau avait réussi à se réorganiser durablement. Bachirita pensait que cela passait par le renforcement des voies vestibulaires saines restantes, mais surtout par ce qu'il appelait le démasquage de voies neuronales alternatives, des sortes de chemins de traverse qui étaient là mais peu utilisés et qui se sont renforcés avec l'entraînement intensif. Donc l'enseignement clé ici, c'est que le cerveau est si adaptable qu'il peut apprendre à sentir l'équilibre avec la langue. Nos sens ne sont pas des boîtes complètement séparées et fixes en fait. Exactement. Ça montre la nature profondément polysensorielle de nombreuses aires cérébrales. Une aire qu'on croyait dédiée à une seule fonction peut souvent traiter des informations venant d'autres modalités si on lui fournit les bons inputs et le bon entraînement. Une autre histoire qui m'a marquée, c'est celle de Barbara Arrowsmith-Young. Elle décrit son enfance avec un cerveau qu'elle qualifie d'asymétrique. Une mémoire visuelle et auditive prodigieuse d'un côté, et de l'autre, des difficultés énormes dans tout ce qui touchait à la logique, aux relations spatiales ou symboliques. Elle ne pouvait pas lire l'heure, elle confondait sa droite et sa gauche. Comment a-t-elle pu surmonter ça, alors que les méthodes classiques semblaient échouer? Oui, c'est une histoire fascinante. Les méthodes classiques de l'époque visaient surtout la compensation, utiliser ses points forts, comme sa mémoire exceptionnelle, pour contourner ses faiblesses. Mais Barbara sentait bien que ça ne réglait pas le problème à la racine. Le déclic est venu de ses lectures. D'abord, les travaux du neuropsychologue russe Alexandre Luria. Luria avait décrit très précisément les troubles d'un soldat, Zazetsky, blessé au cerveau dans une zone jonctionnelle clé et qui présentait des déficits étonnamment similaires aux siens. Ensuite, elle a découvert les expériences de Mark Rosenzweig sur des rats qui montraient qu'un environnement stimulant modifiait physiquement leur cerveau. Et là, elle s'est dit qu'au lieu de juste compenser, elle pourrait peut-être muscler les zones faibles de son propre cerveau, comme on fait de la musculation. C'est exactement ça. L'idée révolutionnaire, c'était de se dire et si ces fonctions faibles n'étaient pas une fatalité, mais plutôt comme des muscles sous-développés qu'on pourrait renforcer par l'exercice. Elle a donc commencé à créer ses propres exercices mentaux extrêmement ciblés et très répétitifs. Pour apprendre à lire l'heure, par exemple, elle s'est forcée à déchiffrer des milliers de cadrans d'horloge de plus en plus complexes, encore et encore, jusqu'à ce que son cerveau, en quelque sorte, comprenne la relation entre les aiguilles. Elle a donc attaqué le problème de front au lieu de chercher des détours. C'est ça. Précisément. Et sur cette base, elle a fondé l'école Arrowsmith, où elle a développé toute une batterie d'exercices spécifiques pour différentes fonctions cognitives identifiées par Luria. Des exercices de traçage complexes pour la coordination motrice fine liée à l'écriture, des exercices de mémorisation pour la mémoire auditive, etc. L'idée est vraiment d'identifier le maillon faible spécifique dans le réseau cérébral de l'élève et de le cibler par un entraînement intensif. Avec quel résultat? Est-ce que ça marche vraiment de muscler une zone du cerveau comme ça? Ça paraît presque trop simple. Les témoignages et les données rapportées par l'école Arrowsmith font état de progrès souvent très significatifs. Des élèves qui étaient en grande difficulté scolaire et qui rattrapent leur retard, des adultes qui améliorent des compétences cognitives spécifiques. L'idée sous-jacente, c'est qu'en renforçant cette fonction faible, on améliore le fonctionnement de tout le réseau cérébral qui en dépend. Ça suggère qu'une approche plus ciblée sur les fonctions cognitives spécifiques, peut-être dès l'école, pourrait être très bénéfique. Donc si je résume, l'idée clé ici, les difficultés d'apprentissage ne sont pas forcément des murs ininfranchissables, mais peut-être des zones cérébrales qui peuvent être entraînées et renforcées. Un peu comme un muscle, mais par des exercices spécifiques et intensifs. C'est l'hypothèse forte qui découle de ces travaux, oui. Une forme d'entraînement cérébral ciblé. On a parlé de récupération après lésion, de difficultés d'apprentissage. Mais qu'en est-il du cerveau normal, si on peut dire? Est-ce qu'il reste plastique toute la vie? J'ai lu que Michael Merzenich, un autre neuroscientifique important, affirme que oui, et même qu'on pourrait rajeunir notre cerveau. Ça paraît presque trop beau pour être vrai. Et tout au long de la vie.
Ces travaux sur ce qu'on appelle les cartes cérébrales sont absolument fondamentaux. Il a utilisé des techniques de microélectrodes très fines pour cartographier avec une précision incroyable les zones du cortex sensoriel qui représentent différentes parties du corps. Par exemple, les doigts de la main chez le singe. Et il a montré que ces cartes, contrairement à ce qu'on pensait notamment suite aux travaux de Hubel et Wiesel sur les périodes critiques dans l'enfance, ne sont pas du tout figées chez l'adulte. Elles sont dynamiques. Il a fait des expériences assez parlantes là-dessus, non? Quelque chose avec des doigts de singe. Ça m'a marqué, ça. Oui, une expérience devenue classique et assez frappante. Après avoir cartographié la zone du cerveau correspondant à chaque doigt d'un singe, il a chirurgicalement cousu 2 doigts adjacents ensemble. Quelque temps plus tard, il a refait la cartographie. Les zones cérébrales de ces 2 doigts, qui étaient initialement bien distinctes, avaient fusionné en une seule grande zone. Ah oui? Pourquoi? Parce que ces 2 doigts recevaient désormais toujours les mêmes stimulations en même temps et bougeaient ensemble. Cela illustre une règle fondamentale de la plasticité, souvent résumée par Neurons that fire together, wire together. Les neurones qui s'activent simultanément renforcent leur connexion mutuelle. Et l'inverse est vrai aussi, j'imagine. Si on n'utilise pas une fonction, la carte rétrécit. Exactement. C'est l'autre face de la médaille. Dans une autre expérience, après avoir amputé un doigt au singe, la carte cérébrale correspondante a fini par disparaître. Et les zones des doigts voisins se sont étendues pour coloniser cet espace cortical laissé vacant. C'est le fameux principe « use it or lose it », utilisez-le ou perdez-le. Merzonich parle de plasticité compétitive. Les différentes fonctions se disputent en permanence l'espace cortical disponible. Celle qu'on utilise le plus, et surtout avec le plus d'attention, gagne du terrain. Cette idée de compétition, ça expliquerait pourquoi c'est si difficile d'apprendre une nouvelle langue quand on est adulte ou de perdre une vieille mauvaise habitude. Elles occupent trop de place sur la carte. C'est une excellente façon de le voir, oui. La langue maternelle ou l'habitude bien ancrée ont développé des représentations corticales très étendues, très efficaces. Et elles entrent en compétition directe avec les nouvelles informations ou les nouveaux comportements qu'on essaie d'apprendre. Pour changer, il faut un effort conscient, de l'attention et beaucoup de répétitions pour recabler ces cartes, pour donner une chance aux nouveaux circuits de se renforcer. Et Merzonich, il a appliqué ça, concrètement, pour aider les enfants ou les personnes âgées, par exemple? Oui, tout à fait. Par exemple, avec le programme Fast Forward. Ce sont des jeux informatiques conçus pour entraîner les enfants ayant des troubles du langage à mieux distinguer les sons rapides de la parole. Souvent, c'est ça le cœur de leurs difficultés. Et les résultats montrent des améliorations cognitives mesurables et même une normalisation de l'activité cérébrale visible à l'imagerie. Pour le vieillissement, Merzonich soutient que beaucoup de pertes de mémoire liées à l'âge ne sont pas une fatalité. Elles seraient plutôt dues à un ralentissement du traitement de l'information et à un système attentionnel moins performant. Moins performant. D'accord. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le système qui libère l'acétylcholine, un neurotransmetteur qui est vraiment crucial pour l'attention et la plasticité, devient souvent moins efficace avec l'âge ou simplement par manque de stimulation. Or, l'attention focalisée est indispensable pour déclencher les changements plastiques. Quand on est vraiment concentré sur quelque chose de nouveau, d'intéressant, le cerveau libère ses neuromodulateurs. Il signale en quelque sorte « attention », ça c'est important, il faut enregistrer ça, ce qui facilite le renforcement des bonnes connexions synaptiques. La solution, selon Merzonich, c'était donc pas la répétition de routines ennuyeuses, mais l'apprentissage de choses nouvelles qui exigent cette concentration intense. Ces exercices, comme ceux de Posit Science, visent justement à muscler cette capacité d'attention et la vitesse de traitement pour maintenir un cerveau, disons, plus vif. L'idée clé, c'est donc que notre cerveau reste modifiable toute la vie, mais que ça demande un effort ciblé, de l'attention et surtout de la nouveauté, particulièrement en vieillissant. Il faut le stimuler. C'est tout à fait ça. La plasticité ne s'arrête pas, mais elle a besoin d'être sollicitée activement. Elle ne se fait pas toute seule. Un dernier domaine où la plasticité offre un espoir incroyable, c'est la récupération après un accident vasculaire cérébral, un AVC. J'ai lu les travaux d'Edward Taub, qui semblent presque miraculeux par moments, mais qui ont aussi été très controversés, n'est-ce pas? Oui, l'histoire de Taub est assez complexe et mouvementée. Il a commencé par des expériences sur des singes dans les années 60-70. Il sectionnait les nerfs sensoriels d'un bras, ce qu'on appelle la désafférentation. Selon la théorie dominante de l'époque, sans retour sensoriel, le bras ne devrait plus pouvoir être utilisé volontairement. Mais Taub a observé que si on immobilisait le bras valide du singe, l'animal finissait par réapprendre à utiliser son bras désafférenté, même sans ressentir de sensation.
Comment est-ce possible? Si on ne sent rien, comment peut-on contrôler le mouvement? C'est là que Tobleb a découvert un phénomène clé qu'il a appelé le non-usage appris, Learned Non-Use. Après une lésion cérébrale comme un AVC ou même une blessure, le membre affecté devient difficile à utiliser, c'est douloureux ou juste maladroit. La tendance naturelle, c'est de compenser en utilisant l'autre membre, le membre valide. Mais ce faisant, on cesse de solliciter le membre atteint. Et le cerveau, en quelque sorte, apprend à ne plus l'utiliser. Les circuits neuronaux qui correspondent à ce membre s'atrophient, faute d'usage, même si une récupération fonctionnelle serait en théorie possible. C'est un cercle vicieux. Et la thérapie qu'il a mise au point, la CIATI-thérapie, elle vise justement à briser ce cercle vicieux. Exactement. La thérapie par contrainte induite, Constraint Induced Movement Therapy, repose sur deux principes fondamentaux. Premièrement, contraindre le membre valide, souvent avec une moufle ou une écharpe, pendant une grande partie de la journée. Ça force l'utilisation du membre affecté. Deuxièmement, soumettre ce membre affecté à un entraînement très intensif, répétitif et progressif, c'est ce qu'ils appellent le façonnage ou shaping. Et ce, sur une période concentrée, la pratique massée, souvent 6 heures par jour pendant 2 semaines. Ça a l'air extrêmement intensif. Presque un camp d'entraînement pour le bras. Mais est-ce que ça marche, même longtemps après l'AVC, quand on dit que c'est chronique? Eh bien, les résultats publiés sont souvent impressionnants, y compris chez des patients considérés comme chroniques, parfois des années après leur AVC. Des personnes qui ne pouvaient quasiment plus utiliser un bras regagnent une partie significative de leur motricité. Les sources citent des cas comme un chirurgien ophtalmo qui a pu reprendre certaines activités professionnelles. Ou Nicole, une patiente paralysée après une radiothérapie. Ou même des enfants atteints de paralysie cérébrale comme Frédéric Lincoln qui ont fait des progrès notables grâce à des adaptations de cette thérapie. Cela montre vraiment la capacité remarquable du cerveau à se réorganiser pour récupérer une fonction, mais à condition de lui fournir le bon type d'entraînement très intensif et ciblé. Et la controverse autour de ces recherches sur les singes, vous pouvez nous en dire un mot? C'était assez médiatisé? Oui, c'est ce qu'on a appelé l'affaire des singes de Silver Spring dans les années 80. Taub a été accusé de cruauté envers les animaux par des militants de la cause animale. Ça a été une épreuve terrible pour lui, personnellement et professionnellement, et ça a failli stopper net ses recherches qui étaient pourtant prometteuses. Finalement, après de longues batailles judiciaires et aussi des évaluations scientifiques par des pairs, la plupart des accusations initiales ont été rejetées et la validité scientifique de ses travaux a été reconnue. Mais ça souligne bien sûr les questions éthiques complexes liées à la recherche animale. D'accord. Si on essaie de faire une petite synthèse de tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qui ressort comme grand principe de cette neuroplasticité? Le message central, c'est vraiment cette incroyable capacité d'adaptation du cerveau. Il n'est pas figé, il est éminemment dynamique. Plusieurs grands principes semblent régir cette plasticité. Il y a la compétition pour les ressources corticales, le fameux « utilisez-le ou perdez-le ». Il y a l'importance cruciale de l'attention et de la concentration pour initier le changement. Il y a aussi le rôle de la répétition et du timing des activations neuronales, la fameuse règle « les neurones qui s'activent ensemble se lient ». Et puis, il y a cette idée fondamentale que, bien que la plasticité soit maximale dans l'enfance, pendant les périodes dites critiques ou sensibles, un potentiel de changement significatif persiste tout au long de la vie. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous tous au quotidien de savoir tout ça? Est-ce que ça nous donne plus de pouvoir sur notre propre cerveau finalement? Je pense que oui. Comprendre la neuroplasticité, ça redonne une part d'agentivité, comme on dit. On n'est pas simplement le produit passif de nos gènes ou des accidents de la vie. Nos actions, nos efforts conscients, nos apprentissages peuvent activement façonner notre cerveau. Ça ouvre des perspectives pour améliorer notre façon d'apprendre, pour mieux récupérer après des atteintes neurologiques, pour changer des habitudes qui nous pèsent, ou simplement pour maintenir notre cerveau en forme en vieillissant. C'est une invitation à rester curieux, actif et engagé mentalement. C'est plutôt encourageant comme message. Ça donne de l'espoir. Fait. Et ça soulève aussi de nouvelles questions, forcément. Si nos expériences culturelles et technologiques façonnent aussi profondément notre cerveau, on sait par exemple que l'apprentissage de la lecture réorganise massivement les circuits cérébraux dédiés à la vision et au langage. On peut penser aussi à des cultures spécifiques, comme les nomades marins Moken, les Sea Gypsies, qui développent une vision sous-marine exceptionnelle. Alors la question qui vient à l'esprit aujourd'hui, c'est comment notre immersion constante dans le numérique, avec ses flux d'informations rapides, fragmentés, ses sollicitations permanentes, comment tout cela est-il en train de remodeler nos cerveaux?
Est-ce que des compétences fondamentales comme la concentration profonde, la mémoire à long terme ou même l'empathie sont en train d'être modifiées, peut-être de façon subtile, invisible pour l'instant par cette nouvelle écologie mentale? C'est une question ouverte et assez vertigineuse, je trouve. Absolument. Voilà qui donne matière à réflexion pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment passionnant sur ce cerveau qui se transforme sans cesse. Merci à vous et à bientôt.